Pour un média qui parle quasi exclusivement de crypto, ce titre peut paraître un tout petit peu absurde. Mais il s'explique par le fait qu'aujourd'hui, je ne cherche pas à être objectif du tout. Cette vidéo n'est rien de plus que ma vision personnelle de l'état de la crypto en 2025. Et si je la publie, c'est avant tout pour tenter de sensibiliser tous ceux qui peuvent investir dans la crypto, les informer de ce que j'estime être un problème. Ça ne représente pas une quelconque position officielle du Journal du Coin sur la question. C'est juste mon avis, et pour l'instant, il semblerait d'ailleurs que cet avis ne soit pas partagé par beaucoup de gens sur les marchés. Car peu importe ce que je pense, le prix du Bitcoin ne cesse d'augmenter de cycle en cycle, ce qui démontre que les investisseurs ont confiance, contrairement à moi. Le nombre d'utilisateurs augmente, les applications de finances décentralisées et les nouveaux réseaux se multiplient. On a toute une structure qui ressemble de plus en plus à un gratte-ciel, avec les bases posées par Satoshi Nakamoto tout en bas, et puis avec chaque jour qui passe, d'une innovation à l'autre, on se rapproche de plus en plus de ce que le grand public désire, on se rapproche de plus en plus du niveau à atteindre, du succès et de l'adoption de masse. Donc a priori, c'est idiot de dire que le Bitcoin a échoué. Ça marche très bien, et les progrès constants de cet écosystème le prouvent. Et j'aimerais vraiment pouvoir être du même avis, sans douter de rien. Mais il y a pourtant, je pense, un problème majeur présent depuis l'arrivée du Bitcoin et qui n'a jamais vraiment été réglé. Je suis même convaincu que c'est l'un des derniers obstacles qui a le pouvoir d'empêcher la crypto de devenir autre chose qu'un marché spéculatif condamné à rester d'importance secondaire face aux monnaies fiduciaires. C'est quelque chose qui ne saute pas toujours aux yeux, surtout quand on est victime du bourrage de crâne que font nos politiciens depuis des décennies pour attaquer nos libertés. Pour mieux comprendre de quoi il est question et quelle est l'ampleur de ce problème, j'aimerais qu'on aille relire ensemble le début du livre blanc du Bitcoin. Qu'on fasse un petit retour en arrière direction le commencement de la civilisation crypto moderne. Les premiers mots qu'on y trouve sont les suivants. Une version purement pair à pair de la monnaie électronique. En 7 mots d'anglais, à peine la moitié d'une ligne, on a déjà l'objectif que le Bitcoin cherche à atteindre. Et on peut en déduire toutes les caractéristiques essentielles qu'il doit avoir. Parmi celles-ci, on trouve d'abord les caractéristiques attachées à cet objectif de devenir une monnaie. Dans la définition actuelle de la monnaie qui est communément admise, on trouve 3 caractéristiques. Une monnaie doit être une unité de compte, une réserve de valeur et un intermédiaire des échanges. On doit pouvoir compter la valeur des choses en se basant sur cette monnaie, on doit pouvoir payer des biens ou services avec, et on doit pouvoir conserver de la valeur avec. En tant qu'utilisateur de crypto, vous avez l'habitude de compter les choses en Satoshi. Vous avez investi pour conserver de la valeur, et vous avez très probablement payé des services avec, même s'il ne s'agit que des services rendus par la plateforme d'échange que vous avez choisi pour investir. Et puis, en dehors de ces caractéristiques monétaires de base, il y a les caractéristiques que le Bitcoin doit avoir parce que c'est un système électronique fonctionnant de pair à pair. Décentralisation, sécurité, résistance à la censure, etc. Des choses qu'il fait relativement bien. Donc à première vue, tout est bon, la crypto coche toutes les cases. Mais qu'il s'agisse de la première ou de la deuxième catégorie, ces caractéristiques sont particulièrement abstraites, surtout quand le sujet concerné a pour vocation de se retrouver au centre de la société humaine. La monnaie électronique n'est pas qu'un investissement. Ce n'est pas qu'une affaire de spéculation, d'économistes, de politiciens et d'informaticiens. C'est aussi un objet qui sera inévitablement confronté au réel et au quotidien de l'humanité en général. Et comme le disait la directrice du FMI à propos de la politique monétaire, nous agissons parfois comme des enfants courant après la balle. On a tendance à regarder notre objectif sans trop faire attention à ce qui se passe autour, et ça peut amener à des conséquences inattendues. Ici, l'objectif qu'on garde devant les yeux, c'est l'adoption de masse qu'on essaie d'atteindre en construisant toujours plus de choses sur la fondation qui a été posée par Satoshi Nakamoto. Parce que le postulat de départ, c'est que cette adoption de masse va forcément arriver si suffisamment de gens prennent connaissance que la crypto existe et qu'on a des réseaux capables de les accueillir. Alors, prenons quelques minutes pour réfléchir au futur qui nous attend si on continue sur cette voie. Pour aller plus vite, je vais même vous proposer un scénario hypothétique particulièrement extrême, qui est tout aussi absurde que le titre de la vidéo, j'en suis bien conscient. Mais je vais vous demander d'oublier les défauts du scénario pour vous concentrer sur la question essentielle qu'il me permet de poser. Alors imaginons un instant que l'économie mondiale s'effondre totalement. Les États-Unis font le constat qu'ils se sont beaucoup trop rapprochés du défaut de paiement de leur dette nationale, en même temps que les mensonges de la Chine sur sa propre économie sont révélés au grand jour. Les gouvernements des 2 pays paniquent. Ils tentent d'imprimer un peu d'argent, de réduire les dépenses, de passer des marchés avec d'autres pays et des organisations comme le FMI, et même de saisir le contenu des comptes bancaires de leurs citoyens comme la Chypre l'a fait il y a quelques années. Mais ça ne suffit pas. Ils font trop peu d'efforts, trop tard, et leur chute est déjà inévitable. Très rapidement, les pays européens font défaut à leur tour et la planète entière est plongée dans le chaos. Des mouvements contestataires de plus en plus violents éclatent dans tous les pays et la loi martiale est déclarée un peu partout. Les élections sont suspendues, les politiciens qui sont au pouvoir restent au pouvoir même s'ils ne sont plus légitimes pour un sou et les forces de police patrouillent les rues pour mater les dissidents.
Et quand ils en sont arrivés à ce point, ces dirigeants ne trouvent rien de mieux à faire que de continuer leur stratégie de fuite en avant. Puisqu'ils n'ont pas réussi à enrayer l'inflation avec leur première série de mesures, autant aller dans le sens du courant et maximiser l'inflation pour tenter d'en bénéficier. Les dollars, les yuans et les euros sont imprimés par milliards de milliards pour rembourser les dettes au détriment des citoyens, et ils perdent de leur valeur chaque seconde, à une vitesse qui fait passer la République de Weimar pour des amateurs en la matière. Enfin, parmi le peu de pays qui refusent d'imprimer de l'argent, la majorité tente simplement d'annuler ces dettes, mais les conséquences sont tout aussi violentes pour leurs économies. Personne ne réussit à se sortir de ce vortex destructeur. Il n'existe temporairement plus aucune monnaie fiduciaire capable de supporter le choc. Les économies survivantes s'écroulent les unes après les autres. Certains pays essaient d'autres solutions pour se stabiliser, notamment en créant simplement de nouvelles monnaies pour remplacer les anciennes. Sauf que la valeur de la monnaie fiduciaire est aujourd'hui surtout dérivée de la confiance qui est accordée à son émetteur, et cette crise a complètement détruit toute confiance que les gens auraient pu accorder à leur gouvernement et à leur banque centrale. Donc personne ne fait confiance à ces nouvelles monnaies qui, de ce fait, n'ont pas plus de valeur que les anciennes. Et pourtant, ni les gouvernements ni les banques centrales n'ont envie d'utiliser d'autres systèmes monétaires parce que ces autres systèmes réduiraient considérablement le pouvoir de manipulation de l'économie dont ils disposent. Quand l'étalon or est en vigueur, on ne peut pas imprimer à volonté. Alors, en attendant le retour d'une confiance qu'ils ne méritent pas, en parallèle de leur nouvelle monnaie nationale ratée, les gouvernements tentent de proposer des solutions alternatives comme des tickets de rationnement pour la nourriture ou des micro-monnaies régionales et communales. Mais rien de tout ça n'est vraiment satisfaisant. Et au milieu de tout ce chaos, une poignée d'actifs résiste encore à l'annihilation totale, malgré une forte augmentation de la volatilité. Les métaux précieux, certaines actions de grandes sociétés, l'immobilier ainsi que la crypto. Mais dans cette liste, il n'y a que la crypto qui est également suffisamment pratique pour servir de monnaie au quotidien. Alors, après des semaines, des mois d'une instabilité monétaire complètement lunaire, les gens qui ont besoin de se nourrir, de payer leurs factures, de recevoir leur salaire, prennent vite connaissance des crypto-monnaies les plus populaires. Sur TikTok comme sur TF1, on voit des citoyens ordinaires qui ont totalement abandonné les monnaies fiduciaires en faveur de la crypto. En bourse, on voit des traders attentivement guetter les annonces des grandes sociétés pour acheter les actions de celles qui déclareront accepter la crypto comme moyen de paiement. Sur les sites de recherche d'emploi, on voit des offres spécifiquement mentionner un nouveau critère, le paiement en crypto, désormais tout aussi plébiscité que le télétravail. Tout cela parce que dans cette situation, tout le monde est obligé d'utiliser la crypto pour éviter de voir son argent s'évaporer en quelques jours au maximum. Alors pendant quelques mois, tout le monde s'en sert pour faire tout ce qu'on fait d'habitude avec des monnaies fiduciaires. Tout le monde est obligé d'apprendre comment la crypto fonctionne. Tout le monde bénéficie de ses avantages et tout le monde subit ses inconvénients. Il y a bien sûr les problèmes de piratage, la lenteur de certains réseaux, les frais de transaction élevés en cas de congestion réseau, et puis la nécessité d'une connexion Internet pour payer. Toutes ces petites choses sont un peu embêtantes, mais c'est des détails finalement sans importance quand on sait que l'alternative est un système qui nous est déjà ruiné par le passé. Alors dans une telle situation, on pourrait penser que même si les gouvernements finissent par remettre de l'ordre, personne n'aurait envie de recommencer à utiliser une monnaie fiduciaire après avoir fait l'expérience de la liberté totale offerte par la crypto. Malheureusement, pendant cette période de chaos, tout le monde a pu constater qu'il manque à la crypto un élément essentiel pour être une vraie monnaie. Un élément qui pourtant ne fait pas partie de la définition classique de la monnaie que j'ai mentionnée, qui a été établie par Aristote. Cet élément n'avait pas été mentionné parce qu'il y a 2300 ans, il était matériellement impossible qu'il soit absent. C'était tellement évident qu'il était inutile de le mentionner. Ce dont je parle là, c'est de la protection de la vie privée. Dans le cas de la monnaie fiduciaire, la vie privée reste privée quand on s'en sert. Elle bénéficie toutefois de deux niveaux de protection différents en fonction du type de monnaie utilisée. Le premier est celui de l'anonymat offert par l'argent liquide, qui est total et absolu. Il n'a pas changé du tout depuis l'invention des pièces de monnaie. Quand vous dépensez des pièces de monnaie quelque part, votre nom n'est pas écrit dessus et personne ne peut savoir exactement comment vous les avez gagnés ou qu'est-ce que vous avez acheté le jour d'avant. Aucune information n'est attachée à la pièce, si ce n'est la valeur qu'elle représente. La monnaie, dans sa forme la plus pure, c'est celle-là. Et ensuite, il y a le deuxième niveau, celui qui est offert par le système bancaire. C'est une protection relative, dans le sens où l'accès à vos coordonnées, à votre IBAN, ne permet pas de consulter votre historique bancaire et de décortiquer votre vie privée. Ça, c'est un privilège qui est réservé à votre conseiller bancaire quand vous avez une question à lui poser sur un prélèvement suspect, et éventuellement à la justice. Ce n'est pas une protection parfaite, mais c'est un compromis que la plupart des gens jugent acceptable, tout simplement parce que c'est très pratique d'avoir un compte bancaire, et que cette perte partielle de vie privée pose très rarement problème si vous respectez la loi. Les échanges sont facilités,
et il n'y a pas besoin de se balader avec une énorme bourse remplie de pièces et de billets partout où on va. Globalement donc, il faut retenir que la monnaie traditionnelle, quelle que soit sa forme, a en fait une quatrième caractéristique essentielle. C'est de protéger votre vie privée vis-à-vis des personnes qui pourraient interagir avec vous en connaissant votre identité, c'est-à-dire la majorité des personnes avec lesquelles vous allez réaliser un échange de valeurs. A contrario, Bitcoin et les crypto-monnaies similaires, dans leur forme actuelle, ne protègent absolument pas votre vie privée. Satoshi a choisi de se reposer sur le pseudonymat, mais ce n'était rien de plus qu'un pansement sur une jambe de bois. Même en supposant qu'on ne se serve du Bitcoin que pour le commerce en ligne, qui est quand même censé se faire entre des gens qui ne se connaissent pas personnellement, pour recevoir votre colis, il faut nécessairement transmettre votre adresse postale et votre nom au vendeur, qui connaîtra aussi votre adresse Bitcoin et ce que vous avez fait avec, en plus de votre identité. Alors, pour protéger votre vie privée en utilisant Bitcoin, Satoshi recommandait d'utiliser toujours des adresses jetables. Mais en plus d'être extrêmement peu pratique, ça marche de moins en moins bien maintenant qu'il y a des plateformes comme Arkham qui se spécialisent dans la surveillance des utilisateurs de crypto. Même les mixeurs sont de moins en moins efficaces, et dans un monde où toute la blockchain est constamment analysée, vos bitcoins qui sont passés à travers des mixeurs deviennent qualifiés de potentiellement criminels, ce qui pose un risque non négligeable pour tous les utilisateurs de mixeurs, y compris ceux qui respectent la loi. Donc la seule solution viable qu'il vous reste pour protéger votre vie privée, c'est de combiner des portefeuilles à usage unique avec une plateforme d'échange sur laquelle vous conservez des fonds avant de les envoyer aux commerçants. En d'autres mots, il n'y a aucune protection passive de la vie privée qui est véritablement intégrée à Bitcoin. Tout ce qui existe, c'est un voile éphémère qui se déchire au moindre coup de vent et remet en cause toute la fondation sur laquelle l'écosystème crypto actuel repose. En tant que fans de crypto, on s'est tous convaincus nous-mêmes que ça suffit. Mais c'est une mascarade, et même si le grand public pourrait également en être convaincu brièvement, la réalité lui remettra les idées en place très vite. Car ce qui se passerait si tout le monde était obligé d'adopter la crypto, c'est que la vie quotidienne des gens mettrait en évidence cette vulnérabilité structurelle majeure d'une façon qui leur interdirait de l'ignorer. Et tout l'édifice s'écroulerait immédiatement parce que tout le monde verrait que ce pilier fondateur du pseudonymat est un mirage. Bien sûr, cet effondrement ne serait pas littéral, les blocs continueraient à apparaître, les transactions continueraient d'être validées, mais l'illusion que l'adoption de masse est compatible avec le pseudonymat serait brisée à tout jamais. Parce que quand tout le monde aura son historique bancaire rendu pseudonyme, c'est-à-dire public avec une étape supplémentaire, tous les fouineurs et les commères, tous les sadiques et les sociopathes de la planète vont aller étriper la vie privée des autres et se servir de ce qu'ils y trouvent pour leur détruire la vie, parfois jusqu'à provoquer des incidents mortels. Consulter un médecin vénérologue ou même oncologue par exemple, payer une boisson dans un bar, ou simplement acheter un canapé d'occasion à un vide-grenier, plus rien de ce que vous pourriez faire ne serait anodin. Votre grand-mère pourrait connaître votre marque de sextoys préférée et en faire tout un scandale au prochain dîner de famille. Votre employeur pourrait tenter de trouver des justifications bidons pour vous licencier si vous allez trop souvent voir certains médecins, parce qu'un employé malade est un boulet. Ou peut-être qu'il va chercher à vous faire dégager si vous avez fait un don à un parti politique qui ne lui plaît pas. Un groupe de malfrats présents dans ce bar pourrait surveiller l'adresse Bitcoin de l'établissement et observer l'adresse des clients lorsque ceux-ci paient leur consommation, pour tenter ensuite de s'attaquer aux plus riches d'entre eux qui osent passer dans la ruelle sombre juste à côté. Et puis, même si c'est là un scénario particulièrement improbable, je l'admets, s'il s'avère par exemple que l'ancien propriétaire du canapé est condamné pour pédophilie, il n'est pas impossible que les détectives à 2 francs 6 sous qui s'amusent à tabasser des soi-disant prédateurs pour faire des vidéos TikTok finissent par établir un lien entre cette personne et vous, puis assumer que votre transaction était illégale avant de s'attaquer à vous. Le résultat, c'est 10 personnes avec des barres de fer contre un type qui voulait juste s'asseoir confortablement dans son salon et qui va finir confortablement allongé dans un cercueil. Dans ce futur dystopique où chaque transaction financière peut potentiellement mener à un drame, la crypto ne convaincra personne et tous ceux qui en auront la possibilité retourneront vers le système bancaire traditionnel et les monnaies numériques de banque centrale dès que possible. Parce que les problèmes seront inévitables et peu importe leur amplitude, même si ce n'est qu'un moment de honte et de malaise, ils marqueront à l'encre indélébile l'esprit de ceux qui vont en souffrir. Pour cela, la crypto sera définitivement incompatible avec la liberté. Ça ne pourra jamais être une vraie monnaie. Au mieux, ce sera une alternative à la bourse, un casino où on peut faire fortune avec des images de singes. Et même si à la place on utilise un système qui ne protège que partiellement notre vie privée, comme un compte bancaire, cette protection est toujours infiniment plus adéquate que ce que la crypto propose actuellement avec Bitcoin, Ethereum et compagnie. Alors j'aimerais pouvoir dire qu'il y a déjà une solution, que vous n'avez qu'à acheter la crypto machin chose et attendre que tout le monde en prenne connaissance, mais non, je n'ai rien de tel à vous proposer. Pour l'instant, le numéro 1 dans le monde de l'anonymat, c'est Monero, qui a été créé en 2014 et dont les protections sont restées incassables à ce jour. Ses développeurs le perfectionnent constamment.
Mais Monero n'est pas et ne sera probablement jamais un réseau compatible avec les contrats intelligents. Ça ne fait tout simplement pas partie de la feuille de route. Ils ont des projets très poussés en matière de protection de l'anonymat, de décentralisation et même des objectifs secondaires comme la cryptographie post-quantique. Mais malgré tout ça, il n'y a pas de projet visant à permettre Monero de gérer des contrats intelligents. Or, depuis que la DeFi a pris de l'importance, les contrats intelligents sont devenus nécessaires pour attirer les investisseurs et le grand public. Les nouveaux réseaux qui n'en sont pas dotés ne réussissent plus à atteindre la première page du classement. Un système de paiement tout seul, c'est bien, mais ça ne suffit pas, même s'il est également anonyme. Parce que sur Monero, pour l'instant, il n'y a pas de staking, pas de rendement, pas de prêt, pas d'actifs réels jetonisés, pas de DAO, pas de NFT, pas de jeux vidéo. Juste un système de transfert de valeur qui est par-dessus le marché, encore un peu trop difficile à utiliser pour la plupart des gens. Et la conséquence, on la voit déjà aujourd'hui. Sur les marchés, ce n'est pas vraiment Monero qui attire les investisseurs. Cette crypto stagne depuis des années et n'a jamais retouché son pic de 2021, qui était lui-même inférieur à celui de 2017. Quand son prix monte, en fait, c'est surtout parce que celui de Bitcoin monte aussi. Si on regarde le cours du Monero en Bitcoin, c'est encore pire, il n'a pas cessé de baisser depuis la mi-janvier 2018. Ça fait 7 ans que ça chute plus ou moins en continu, et pour moi c'est clairement la preuve que les gens ne sont pas intéressés. D'un autre côté, il est vrai que Monero n'est pas le seul, il y a plein de réseaux qui sont apparus et qui tentent de résoudre ce problème aussi. Mais beaucoup d'entre eux ont choisi de faire des compromis pour le moins discutables comme l'utilisation des fameux TEE, les soi-disant environnements d'exécution de confiance, qui ne sont pas vraiment adaptés à un réseau distribué où on ne peut faire confiance à rien ni personne. Et puis, même en imaginant que ces compromis ne soient pas des vrais problèmes, le fait est que ces réseaux n'arrivent quand même pas à doubler Monero et venir s'incruster sur la première page du classement CoinGecko. Donc a priori, les investisseurs ne sont pas plus intéressés par ces nouveaux arrivants. Visiblement, tout le monde se moque de la vie privée, et ce désintérêt général pour sa protection est peut-être tout simplement dû au paradoxe suivant. Les gens ne se soucieront pas forcément de l'anonymat avant de souffrir des conséquences de son absence, même si la bonne technologie existe déjà. Combien de fois avez-vous entendu la phrase « de toute façon, j'ai rien à cacher » ? C'est une position que beaucoup de gens partagent parce qu'ils ne se rendent pas compte de la quantité de choses qu'ils ont à cacher et qu'ils cachent naturellement. Malheureusement, il est souvent très difficile de leur faire comprendre qu'ils ont bel et bien quelque chose à cacher. Et en plus, de manière générale, pour ceux qui ont choisi d'investir dans la crypto, il est bien plus important d'être réactif et de traîner sur les réseaux sociaux pour attraper les jetons foireux comme Trump et Melania que de réfléchir à des questions comme ça. Alors pour certains, la seule solution à ce problème se trouve à mi-chemin. Il faut faire usage de la notoriété du Bitcoin et construire un réseau de deuxième couche par-dessus pour mieux convaincre les gens. Si Bitcoin lui-même est relié à un réseau anonyme, ça pourrait faire bouger les choses. Mais pour ma part, j'estime que s'il est question de roll-up reposant sur Bitcoin, c'est un autre réseau, ça n'est pas Bitcoin, même s'il bénéficie plus ou moins de la sécurité de Bitcoin. Ce serait super d'avoir un roll-up comme ça, c'est évidemment mieux que de rien avoir. Mais si c'est un autre réseau, on ne peut pas dire que Bitcoin a été anonymisé. Le seul objectif qui peut vraiment être accompli, c'est de faire évoluer les mentalités. Regardez l'écosystème Ethereum par exemple. Les roll-ups qui s'y trouvent ont été créés soi-disant dans le but d'améliorer l'extensibilité de la chaîne. Mais pour moi c'est une mascarade. Le problème n'a pas été réglé du tout, il est juste esquivé pour ceux qui vont sur une chaîne secondaire dont les propriétés ne sont pas tout à fait les mêmes et qui ne contient pas les mêmes applications ou les mêmes actifs. Aujourd'hui, malgré tous les roll-ups qui existent, quand on veut faire une transaction complexe sur Ethereum et nulle part ailleurs, c'est quand même lent et ça coûte quand même cher. Peut-être un peu moins qu'à l'époque des CryptoKitties, mais ça reste beaucoup trop cher quand on garde en tête ce que Vitalik lui-même disait autrefois. Donc le problème n'est pas vraiment résolu. Les roll-ups ne sont rien de plus qu'un tapis qui sert à couvrir la poussière. En plus, si cet hypothétique roll-up est mis en place, il subira probablement un sort similaire à Tornado Cash, et tous ceux qui y ont touché verront leur portefeuille marqué comme potentiellement criminel sur le mainnet Bitcoin. Donc pour pouvoir dire en toute honnêteté que Bitcoin protège l'anonymat des utilisateurs, à mon avis, il faudrait que cette technologie soit intégrée au réseau lui-même, pas à une quelconque chaîne parallèle qui est vaguement reliée. Maintenant que les choses soient claires, rien de tout ça n'enlève ses qualités au réseau Bitcoin, et il en a beaucoup. On ne peut pas le nier, il reste quand même incroyablement solide en termes de décentralisation, de résistance à la censure et à la falsification des transactions. C'est un outil incroyable quand on souhaite se protéger de l'influence des États et des banques centrales qui aiment bien imprimer de l'argent dans tous les sens, ou encore se protéger quand le monde traverse des crises majeures. C'est juste pas vraiment l'outil idéal pour aller faire les courses toutes les semaines, parce que pour ça, on ne peut pas se contenter du pseudonymat. Alors je ne peux vous conseiller qu'une chose, c'est de prêter attention aux dernières évolutions en matière d'anonymat. Avec un peu de chance, c'est peut-être comme ça que vous trouverez l'hypothétique future monnaie universelle de l'humanité, dont tous les fans de crypto rêvent, celle qui prendrait simultanément la place du Bitcoin et des monnaies fiat, celle qui correspondrait vraiment à cette phrase écrite par Satoshi Nakamoto en 2008.